Donc effectivement, comme vous avez pu le voir, on a affaire à une espèce d'atmosphère onirique sans pourtant que cela soit véritablement exprimé. Nous avons des indices rythmiques qui nous rapprochent de l'onirisme. Sauf qu'il y a également la mémoire qui s'entremêle à cela, puisqu'il faut savoir que la maison qui est filmée, en fait, a été reconstruite, enfin a été construite pour le tournage, mais qu'elle est à l'identique. Elle a été construite à l'identique par rapport à la maison familiale de Tarkovsky et au même endroit en plus. Donc il y a véritablement un lien entre souvenir et onirisme. Vous avez pu voir également qu'il y avait plusieurs sortes de rythmes dans cette séquence. Donc nous avons les rythmes sonores avec la musique à peine audible au début qui est recouverte presque par un bruit d'écoulement. On a cette voix qui surgit à un moment donné qui ne reviendra pas. Ensuite, au niveau visuel, on a effectivement un mélange de rythme avec la course de l'enfant qui ralentit alors que le vent balaie de manière à peu près violente, on va dire, le feuillage. On a également les mouvements de caméra qui sont à prendre en compte comme étant des rythmes, effectivement. Mais en tout cas, pour mon intervention aujourd'hui, je voulais absolument dépasser le cadre de prendre le rythme propre à chaque élément pour essayer de le décrire. Parce qu'en fait, Tarkovsky, lui, pensait que le cinéma, l'image cinématographique n'était pas constituée de strates divisibles. C'est-à-dire qu'on peut effectivement le décortiquer, mais il ne faut pas oublier que c'est une image qu'il faut prendre et comprendre dans son ensemble, dans son intégralité. Donc en fait, la question que je vais maintenant voir avec vous, c'est effectivement de quelle manière, en fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend tous ces rythmes ensemble? Qu'est-ce qui se crée? Quel nouvel espace cela crée dans l'image cinématographique? Donc pour revenir à l'idée du rythme, parce qu'effectivement c'est quand même le point essentiel de ces deux journées, lorsqu'on pense au rythme, il me semble qu'on pense également à une sorte de présence de blanc, de moment de suspension qu'il y a. Sauf que, effectivement, lorsqu'on analyse un rythme, ces instants de blanc sont également pris en considération pour comprendre le rythme, pour le donner à ressentir. Donc comme vous l'avez vu dans cet extrait, il y a des instants de blanc qui sont sans doute plus présents que d'autres. On pense au surgissement de la voix de l'enfant. On va essayer de le considérer comme un rythme, puisqu'il ne surgit qu'une fois. Vous allez me dire, ce n'est pas un rythme. Pourtant, il y a un blanc avant et un blanc après. C'est-à-dire, la voix n'est prononcée qu'une fois. Et qui plus est, en plus, ce surgissement de la voix de l'enfant vient marquer une forme de césure dans la logique de l'extrait. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais en fait, lorsque la voix surgit, le fond sonore s'arrête, c'est-à-dire qu'on n'a plus le bruit de l'écoulement de l'eau, on n'a plus le bruit de la musique. Et en même temps que la caméra était en train de faire un zoom sur l'Isba, donc sur la maison, en fait, elle s'arrête dès qu'il y a le surgissement de la voix. Donc on a affaire, si vous voulez, on pourrait penser en tout cas que le rythme de la voix, le rythme de l'image et le rythme sonore sont calqués sur une même rythmique. Ensuite, si l'on prend en considération le son qui surgit juste après cette voix, c'est le bruit du grincement d'une porte. C'est-à-dire, bon, dans une première écoute, on va se dire ce grincement de porte a une dimension angoissante. Sauf qu'on pourrait penser également, vu qu'il s'agit d'un souvenir, qu'il peut s'agir d'une image d'une porte rarement ouverte, sachant qu'avant, il introduit cette image en disant qu'il fait un rêve dans lequel il n'ouvre jamais une porte. En tout cas, ce grincement de porte donc, peut suggérer le retour dans un souvenir, mais aussi une avancée dans un souvenir qui était jusque-là figé. La voix, en fait, n'est pas le seul surgissement sonore qui ne sera pas réitéré. Il y a par exemple le bruit de la vitre cassée par le coq. Mais pourtant, il me semble en fait que même si ces surgissements sonores, comme je dis, sont des surgissements, ils forment également un rythme, même s'ils ne sont pas véritablement répétés. Et ils permettent justement, ces surgissements sonores, de mettre en relief peut-être les silences qu'il y a autour. C'est-à-dire, si vous voulez, on peut considérer que la voix parlée devient importante parce que justement il n'y a rien qui a été dit avant, rien qui a été dit après. Et on peut aussi prendre le contre-pied de cette idée et penser que la voix met justement en avant le silence qu'il y a avant ou après. Sauf que chez Tarkovsky, il a une pensée assez japonaise, assez bouddhiste, c'est-à-dire que les contraires ne s'opposent pas. Au contraire, il semble former un équilibre, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre au niveau des rythmes. Le blanc est ici aussi important que la parole ou que le son qui n'a été entendu qu'une fois, si vous voulez. Mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous énumérer toutes les sortes de rythmes qu'il y a dans cette séquence, mais en tout cas, il faut savoir que ces instants de blanc sont également présents dans les rythmes beaucoup plus habituels, donc au niveau du son aquatique ou de la musique, et effectivement des moments de blanc, si vous voulez, des moments de baisse d'intensité, on va dire. Au niveau visuel, parce que là on était au niveau sonore, au niveau visuel, ces instants de blanc, vous pouvez peut-être les retrouver dans la cadence ralentie de l'enfant. Alors, on va dire entre chaque pas, il y a un moment de blanc, un moment de suspension dans la course de l'enfant.
On a également ces instants de blanc dans les mouvements de caméra qui effectuent une chorégraphie qui tout d'un coup se stoppe. La chorégraphie prend fin et on peut considérer cet arrêt en tout cas comme un blanc. On peut également le voir, pour ceux qui aiment le montage, on peut également le voir dans les micro-écarts qu'il y a entre chaque plan. Toutefois, il serait peut-être assez limité de se restreindre à ces instants de blanc et de pousser en fait cette analyse, de pousser une certaine notion de relief interrythmique, c'est-à-dire que le blanc met en valeur autant qu'il est mis en valeur par un son. Donc pousser cette notion de relief interrythmique jusqu'aux différents rythmes eux-mêmes. Puisque dans l'image cinématographique, je vous dis depuis tout à l'heure qu'il y a plusieurs rythmes, il n'est pas impossible de penser ces rythmes comme étant des sous-rythmes faisant partie d'un rythme général. Je vais vous expliquer. Donc, on va prendre chaque rythme séparément, on va les regrouper ensemble, ce qui va nous donner un rythme général. D'accord ? C'est-à-dire que chaque sous-rythme constitue une partie du rythme général de l'image cinématographique, qui ici, en fait, ne tourne pas à la cacophonie cinématographique, mais finalement semble plutôt nous délivrer, en fait, un rythme propre à l'image du souvenir. C'est-à-dire que chaque rythme devient un élément dans le rythme général. D'accord ? Mais comment analyser alors l'espace, les blancs, les interrythmes qu'il y a entre chacun de ces rythmes ? Alors, si l'on considère ces interrythmes comme une version amplifiée du blanc que je vous ai expliqué précédemment, on va penser qu'il s'agit juste d'une mise en relief interrythmique. Sauf qu'il me semble que la portée en fait de cette dimension d'un rythme général nous demande de pousser beaucoup plus en fait cette analyse. C'est-à-dire, on va prendre pour exemple la course de l'enfant, c'est-à-dire que sa cadence, vous l'avez vu, est ralentie, alors que le feuillage, lui, semble soumis à la violence du vent. Et le drap également en témoigne aussi. Le mouvement de la caméra, lui, pendant ce temps, si vous avez remarqué, si vous avez eu le temps, je pense que mes collègues de cinéma sont habitués à regarder, donc ils ont dû voir que le mouvement de caméra était aussi lent que le mouvement de la course de l'enfant. Qui plus est, il était légèrement saccadé, comme avec des soubresauts. La caméra, en fait, se soulevait doucement. Et si on fait vraiment attention, mais là, c'est pas au premier regard qu'on le voit, on voit que ces soubresauts proviennent quand l'enfant est également lui-même en train de faire les pas. Donc, on pourrait penser qu'à ce moment-là, l'image est purement subjective. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on voit à travers les yeux de quelqu'un. Qui plus est, l'enfant se retourne et regarde vers la caméra, comme s'il y avait véritablement quelqu'un. Mais comme je vous l'ai dit, vu que les soubresauts de la caméra sont rythmés sur la cadence de l'enfant qui lui-même est ralenti, on peut également penser qu'il s'agit tout simplement d'une logique de souvenir rêvé et que celui qui court est également celui qui se voit courir. Il y a donc différents rythmes qui s'entrelacent dans cette scène, à ce moment-là, dans cette course. Et malgré leurs différents tempos, si l'on peut dire, le tout a une temporalité propre à ce type d'image mentale. Et ça rejoint quelque part les propos de Bachelard qui écrivait mais est-ce du temps encore ce pluralisme d'événements contradictoires enfermés dans un seul instant ? Oui, car les simultanéités accumulées sont des simultanéités ordonnées, elles donnent une dimension à l'instant puisqu'elles lui donnent un ordre interne. Et donc Tarkovsky utilise finalement des rythmes qui semblent contradictoires pour créer un tissage qui serait le tissage de l'étoffe du souvenir, si vous voulez. Et ce tissage a son propre ordre interne, sa propre logique. Et donc les blancs laissés par les interrythmes se remplissent finalement d'une certaine poésie mémorielle, et le blanc n'est plus dès lors à considérer comme vide, comme le voudrait la pensée occidentale, mais plutôt à chercher une signification dans la pensée japonaise, que Tarkovsky affectionnait particulièrement. Et donc pour cela, en fait, on va parler brièvement du ma japonais, c'est-à-dire que le ma japonais, dans l'art, c'est considéré comme le moment de suspension qui permet de créer un rythme, et dans la philosophie japonaise, il s'agit de considérer le vide non plus comme une fatalité, mais bien comme le lien justement entre le vide et le plein. C'est-à-dire que le vide est finalement chargé de sens. Et c'est ce qu'on pourrait retrouver dans cet interrythme du rythme général, ce que je vous disais, puisque l'interrythme cinématographique peut alors être ici pensé finalement comme un pont permettant le lien entre plusieurs réalités. Et surtout, la considération de cet interrythme comme étant un ma, d'accord, comme étant un ma, on va dire tarkovskien, permet justement de mettre en exergue le fait qu'il y a une part de mystère, une part d'invisible en fait dans cette forme de réalité d'image mentale. C'est-à-dire que dans nos souvenirs, il y a toujours une part d'insaisissable. Et cette part de mystère finalement se retrouve peut-être exprimée visuellement, vous l'avez vu, lorsque la neige tombe d'un coup. Donc effectivement, il y a cette présence de flocons blancs qui vient moucheter l'écran et qui d'une certaine façon transforme l'image qu'il y avait jusqu'alors.
Et finalement, ce surgissement de la neige est comme une poésie qui se passerait de mots, on va dire, et donne une autre forme de réalité. Finalement, le mât tarkovskien serait à définir comme étant une poésie qui s'exprime justement dans l'interstice, dans l'interrythme de toute forme de langage. Et cette neige serait alors cette forme de vérité si chère à Tarkovsky, qu'il cherchait en tout cas à retranscrire dans le cinéma. Donc maintenant je vais accélérer le rythme, je suis désolée. Donc si la généralité en fait oblige à penser le rythme comme une ligne horizontale, il me semble intéressant de penser l'interrythme comme une lecture verticale de données horizontales. Je ne vous ai pas fait de schéma, je m'en passerai comme ça, chacun s'imagine cette idée. En partant d'une phrase de Tarkovsky qui disait « Je suis convaincu que le temps est réversible, en tout cas il ne se déroule pas en ligne droite ». Or, il existe a priori bien peu de domaines en Occident où notre regard est obligé d'être vertical. Dans l'art, c'est un peu la même chose. On peut analyser un élément vertical, mais c'est rare que le regard soit obligé de se faire vertical. Bon, vous allez me dire, avec le cinéma, les travelling verticaux, je suis d'accord avec vous. Ceux qui sont spécialisés dans la photo ou dans la peinture vont me trouver des contre-exemples. Mais en tout cas, il me semble que d'instinct, on va parler d'instinct, le regard est forcément horizontal. Lorsqu'on regarde un paysage, c'est rare qu'on regarde comme ceci. Donc le regard se fait horizontal. Et il m'a semblé pourtant que c'était mettre de côté l'harmonie de certaines mises en page d'œuvres littéraires ou poétiques. Et cette mise en page que l'on retrouve dans les œuvres littéraires ou poétiques se retrouve maintenant mis en écho avec la mise en page des sites web, où effectivement pour créer une page web, ceux qui l'ont déjà fait, on doit rentrer de manière horizontale les codes et le contenu, et structurer de manière verticale afin de donner une cohérence esthétique à un site. C'est effectivement ce que l'on faisait au début de l'imprimerie. Et il me semblait intéressant de penser du coup ces interlignes qui structurent un site web comme des interrythmes. Et de rapprocher cela de Tarkovsky, vous allez me dire je parle dans tous les sens, mais pourquoi pas. L'horizontalité contiendrait le sensé, donc le contenu, comme sur un site web, comme sur un livre, comme sur une surface, on va dire manuscrite si vous voulez. Et la surface verticale serait ce qui ne contient pas, enfin ce qui échappe au domaine du sensé, et donc qui transcende d'une certaine façon l'horizontalité. Et donc finalement, si vous voulez, la lecture de ces interrythmes, donc je vous disais, est une lecture verticale de données horizontales, permettrait de percevoir d'une certaine façon ce qui échappe en fait à notre regard au premier instant, ce qui est du domaine de l'invisible, mais qui reste du domaine du perceptible. Et donc finalement, la temporalité des souvenirs chez Tarkovsky est à chercher dans une lecture polydirectionnelle, c'est-à-dire prendre l'ensemble de ces lectures possibles. Dans cette alliance des opposés déjà évoqués, qui je vous disais permettait de créer un ordre interne à l'image mentale du souvenir. Et peut-être pour conclure cela, vous pensez à l'image qu'il y avait donc au départ avant que je lance le film, c'est-à-dire qu'on avait une sorte de rouage d'horlogerie avec une spirale autour plongée dans une carafe d'eau qui, au moment où l'enfant passe, nous livre l'image inversée de cela. Donc vous voyez, on retrouve ces rouages du temps, ces rouages des réalités, ces différentes manières de transformer la réalité, de la ressentir aussi. On retrouve cela exprimé effectivement dans cette première image peut-être qui ouvre cette séquence. Donc ce sont effectivement, le rythme est à penser comme des pulsations variées qui permettent véritablement de donner une identité à une image cinématographique. Et d'ailleurs, ce n'est sans doute pas un hasard, et il me semble que Alice travaille en partie dessus, si une branche de l'étude cinématographique s'intéresse aujourd'hui à l'eye tracking. Oui. Et en tout cas, donc, il s'agit d'analyser le mouvement des yeux. Donc effectivement, c'est en train de se développer. Et certes, maintenant, on peut peut-être analyser le mouvement que fait les yeux, mais comment peut-on faire pour mesurer cette part d'invisible perceptible que je vous parlais, qui est présente dans ces interrythmes? Alors il me semble, pour conclure, je pense que j'aurais peut-être dépassé mon temps, mais il me semble pour conclure qu'on peut penser à cette phrase de Tarkovsky, que finalement, regarder une image cinématographique, on ne peut pas le faire autrement que comme le fait un voyageur lorsqu'il regarde les paysages qu'il traverse en train. Voilà, je vous remercie.